Oui, monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du Forum des rédactions de ce 22 avril 2022. Nous parlerons aujourd'hui de quatre sujets. Fixation du kilogramme de coton à 300 francs pour la campagne 2022-2023. Est-ce une avancée? Est-ce des avancées? Et nous parlerons également du pétrole, le gaz et du gasoil qui ont augmenté de prix alors que le gouvernement lutte contre la cherté de la vie. Nous allons opiner sur le sujet. Autre sujet à débattre, rencontre des syndicats, une session ordinaire de la commission de négociation présidée par le chef de l'État. On s'interroge, puisque le chef de l'État ne fait pas partie de cette session ordinaire. Et puis, les écureuils fixés sur leur sort pourront-ils tirer leur épingle du jeu? Nous en débattrons sur ce plateau où j'installe les débatteurs de ce vendredi après cette virgule. Vous le savez, quatre sujets à débattre. Les débatteurs sont installés confortablement à ma gauche. Et c'est bien Cyriac Dekenou. Bonjour, Cyriac Bonjour Maury, Dekenou. bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de Eden TV. Vous êtes directeur de publication du journal Émergence Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. À ma droite, un habitué du forum des rédactions, Laurent Roland-Tonneikes. Bonjour. Maury Agua, bonjour. Cyriac Dekenou, bonjour. Bonjour aux amis qui nous suivent. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci d'être venu sur ce débat. Merci. Voilà, le décor est planté. Mesdames, Messieurs, nous allons attaquer tout de suite le premier sujet, fixation du kilogramme de coton, du coton à 300 francs pour la campagne 2022-2023. Est-ce des avancées? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre un extrait du porte-parole du gouvernement au terme du Conseil des ministres de ce mercredi. Les prix d'achat du coton graine aux producteurs au titre de cette campagne ont été homologués comme suit. Coton graine conventionnel, 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 250 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 265 francs CFA et 215 francs CFA au cours de la campagne écoulée. Coton graine biologique, 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 318 francs CFA et 268 francs CFA au cours de la campagne précédente. Voilà, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint Wilfried Léandre Rongbedi. Je m'adresse premièrement à vous, Laurent Roland Tonneikes. La fixation du prix du coton, premier choix à 300 francs pour la campagne 2022-2023, est-elle une avancée? Oui, je crois que c'est une avancée parce que quand on suit avec les comparaisons, en fait la comparaison des prix, on se rend compte que le gouvernement a fait un effort d'augmenter les prix. Et je crois que cette décision est motivée certainement par la situation, en tout cas le premier rang que le Bénin occupait et que le Mali a fini par le ravir à nouveau puisque le Mali était premier. Et puis après, ce qu'on a vu cette année pour cette campagne, on a appris que le Mali a repris la première place. Et donc, de ce point de vue, avec la crise qu'il y a eu au plan mondial et notamment aussi au plan national, je crois qu'il fallait faire quelque chose pour motiver beaucoup plus les producteurs pour la prochaine campagne cotonnière. Et donc, je crois que c'est dans cette optique que le gouvernement a jugé bon de monter les prix et de permettre à ce que ces producteurs aient la volonté de produire encore plus et de fournir plus d'efforts. C'est une bonne décision selon moi. Cyriac Dekenou, cette décision vous inspire quoi? Elle est la bienvenue, l'augmentation du prix du coton pour cette campagne 2022-2023? Bon, je crois que le Bénin, depuis quelques années, notamment en 2018, s'est inscrit dans une ligne qui consiste à faire évoluer de façon quand même crescendo le prix de cession du coton.
Et c'est une très bonne nouvelle pour les producteurs parce que la stagnation du prix par le passé a mené à se poser beaucoup de questions. On produit le coton et le cultivateur perçoit le coton comme la chose du gouvernement. Et en quelque sorte, on se dit, on souffre pour la production de coton, mais bon, c'est le gouvernement qui empoche l'essentiel des bénéfices. Il faut faire remarquer un fait, c'est le fait que aujourd'hui, nous traversons une période vraiment critique, une période au cours de laquelle, à cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'engrais a augmenté. Le prix des engrais en général. Il faut dire déjà que c'est difficile d'avoir même l'engrais. Ça a beaucoup augmenté. Donc le fait que le prix des engrais a connu une hausse, on s'attendait beaucoup plus à ce qu'il y ait une stagnation des prix au niveau quand même, disons, du kilogramme de coton à prendre chez les cultivateurs. Mais le gouvernement a fait un effort supplémentaire. Mais pour atteindre ce résultat, il ne faut pas oublier que le gouvernement qui déjà depuis 2017, je crois, ne subventionnait plus le coton, a été obligé de mettre la main à la poche. Il y a les égreneurs qui ont mis 11 milliards dans la balance. Il y a l'interprofessionnel qui a mis 11 milliards 500 dans la balance. Et il y a le gouvernement aussi qui est venu en appui avec assez de milliards. Je crois que la subvention du gouvernement devrait tourner autour des 20 et quelques milliards. Donc, le gouvernement est venu en appui pour pouvoir subventionner le prix d'achat de ces intrants-là qui rentrent quand même, disons, dans la production du coton au Bénin. Donc, il faut saluer cet effort du gouvernement qui, en augmentant quand même, disons, n'a pas de facto cherché à entraîner une réduction du prix de cession du kilogramme de coton. L'autre aspect de la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait que aujourd'hui, le Bénin s'est fait dévancer par le Mali. Le Mali est devenu aujourd'hui la toute première puissance africaine en matière de production de coton. Mais au Mali, le prix du kilogramme de coton pour la campagne, quand même, disons, 2021-2022 à venir, le prix du kilogramme de coton est fixé à 280 francs pour le premier choix et à 250 francs CFA pour le second choix. Donc le Bénin s'est aligné sur la ligne droite de la Côte d'Ivoire qui également a fixé son prix de cession du kilogramme de coton à 300 francs CFA. Donc c'est une très bonne nouvelle. Ce que nous allons souhaiter, c'est le fait que ceux qui sont les contrôleurs et qui sont sur le terrain, puisque c'est là tout le piège que redoutent très souvent les cultivateurs, que ceux qui sont les contrôleurs et qui sont sur le terrain ne trouvent pas que des cotons de second choix. Puisque bien évidemment, c'est le là le véritable piège. C'est le coton de premier choix qui est à 300 francs CFA. D'accord. Mais le second choix, je crois que si je ne me trompe pas, ça doit être entre 250 ou 280. Donc, il est aussi possible que ceux qui sont les contrôleurs ne voient que le second choix sur le terrain ne voient que le second choix ou bien même des cotons de troisième choix. Donc, c'est aussi un piège là. Je crois que dans la suite du débat, il y a quand même un certain nombre d'aspects sur lesquels nous allons revenir. Parlons, Laurent Roland Tonnikès, de la pénurie, de la pénurie des intrants agricoles. Comment les paysans pourront-ils quelque peu pallier cette difficulté? Non, mais je crois que le gouvernement fait assez d'efforts dans ce domaine. Quand vous demandez aux producteurs de coton, ils vous diront que les navires chargés d'engrais sont régulièrement au port de Cotonou. Je crois que, sauf erreur de ma part, il y a 3 navires qui étaient à destination du port de Cotonou, qui ont été déchargés d'ailleurs. Il y a un 4e navire qui, normalement, selon les informations que j'ai eues dans les coulisses, est en route, mais qui sera bientôt accosté au port de Cotonou. Et donc, du coup, le gouvernement fait d'efforts dans ce domaine. Je crois que c'est vrai que, comme l'a dit Siak, avec la situation en Ukraine, il y a un certain nombre d'intrants qui sont difficiles à avoir aujourd'hui. Mais le gouvernement, malgré tout, fait assez d'efforts dans ce domaine. Et je crois que c'est pour ça que je disais que quand on regarde, il a bien fait de rappeler le prix de cession du coton au Mali et en Côte d'Ivoire. Et vous imaginez que quand bien même le prix de cession se retrouve à 280 francs le kilo au Mali, c'est que les producteurs ont fait assez d'efforts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour reprendre la première place? Parce que quand la Côte d'Ivoire met ça à 300, c'est dans une vision en réalité. C'est pour faire en sorte que les producteurs aient plus de motivation et avec les intrants qui sont disponibles, parce que
les producteurs vous diront, les intrants sont aujourd'hui disponibles malgré la difficulté qu'on a à les avoir. Le gouvernement a fait assez d'efforts dans ce domaine, dont les intrants sont disponibles. Et maintenant, le prix de cession du coton, qui est une nouvelle motivation également pour amener les producteurs à dire, mais écoutez, malgré tout, malgré la difficulté que ressentent nos collègues d'autres pays, c'est que nous autres, nous avons la possibilité de produire et nous avons les intrants, nous avons le prix de cession qui est relativement élevé. Je crois que c'est des avancées notables qu'il faut saluer pour le gouvernement parce qu'en réalité, je l'ai toujours dit, si on ne concentre pas assez d'argent, de moyens dans la production locale interne, c'est qu'on aura toujours des problèmes. Il faut travailler. C'est vrai que notre production de rente, le coton est notre production de rente depuis des années. Nous le vendons, nous avons de l'argent. Et parce que le Bénin étant par le passé un pays essentiellement fiscal, on ne vivait que des recettes, des impôts, de la douane et autres. Mais avec le coton, il y a une plus-value que nous avons. Et donc, il fallait investir aussi dans ce domaine, faire en sorte que la production augmente. Et du coup, on a beaucoup plus de ressources là, à générer là, et qui puissent accompagner le développement économique de notre pays. Sigac, dites-nous pourquoi on n'a pas pu maintenir le cap du premier rang sur le plan cotonnier et puis on a laissé la place au Mali. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui justifient cet état de choses. Il faut rappeler que le Bénin a commencé quand même, disons, le Bénin a ravi la vedette au Mali depuis 2019. Donc 2019, 2020, 2021, 2019, 2020, nous avons gardé la toute première place. Et avec fierté. Avec fierté et avec des productions records. Cette fois-ci, le Mali nous a dévancé avec une production record de près de 764 000. Ouais. Wow. Non, en fait, le Mali, avec une production record de 764 000, est la première nation africaine en matière de production de coton. Maintenant, revenons-en aux faits. Quels sont les facteurs qui, aujourd'hui, ont fait que le Bénin a reculé? Il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de réalités. La réalité, elle est la suivante. Vous savez, dans les régions agricoles, par exemple, les gens savent que lorsqu'ils produisent du soja, par exemple, le prix de cession du soja, le kilogramme aujourd'hui est à 400 francs CFA. Le sac de 100, ça fait 50 000 francs CFA parce qu'on se dit que, en fait, le sac de 100 kg garde plus que lorsque l'on fait quand même, disons... Donc, en fait, le sac de 100 kg, c'est à 50 000 francs CFA. Et il suffit pour le cultivateur de produire une infime quantité pour se retrouver déjà à près d'1 million de recettes. Autre chose, c'est le fait que la production du soja ne nécessite pas autant d'engrais que la production du coton. Il suffit simplement d'utiliser une seule fois l'engrais et c'est fini. Donc, ce qui a fait que dans les régions agricoles, les gens ont beaucoup plus, arrivé à un moment donné, délaissé la production du coton au profit de la production du soja. J'en parle parce que, effectivement, je suis très souvent avec ces groupements-là à cause d'autres activités extra-journalistiques que nous menons, notamment dans le domaine du bois. Donc, les cultivateurs béninois se sont jetés quand même, disons, dans la production du soja qui, il faut l'avouer aujourd'hui, est plus rentable pour eux. Et le même phénomène risque encore de se produire cette année-ci à cause de la guerre en Ukraine et en Russie, puisque ce sont deux pays qui très souvent, quand même, disons, produisent aussi en grande quantité le soja. Donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui pénurie de ces produits-là, les cultivateurs savent que, déjà, en se lançant dans ce type de production, qu'ils auront une demande forte. Il y a également aussi des indicateurs qu'il ne faut pas oublier. Et c'est peut-être à ce niveau-là que le gouvernement doit beaucoup plus travailler pour pouvoir améliorer sa politique. Quels sont ces indicateurs? Sa politique cotonnière avec les cultivateurs. Je vous explique. Le cultivateur, lui, sait que lorsqu'il s'agira pour lui de produire du coton, qu'il a la possibilité d'aller prendre les engrais à crédit. Même si on est conscient que la production du coton demande plus d'engrais, il a la possibilité auprès des groupements villageois d'aller prendre l'engrais à crédit. Et lorsqu'il prend l'engrais à crédit, il produit une infime partie du coton. Et l'autre partie maintenant de l'engrais, c'est maintenant à la culture d'autres produits vivriers. C'est ça. C'est la politique qu'aujourd'hui
la plupart des villageois adoptent ça. Parce qu'ils n'ont pas généralement les moyens pour pouvoir payer les engrais. C'est ça. Le gouvernement est allé beaucoup plus loin en interdisant l'importation de certains engrais sur le territoire national. Ce qui voudrait dire que vous ne payerez exclusivement qu'au niveau de ces groupements-là. Oui. Et le fait que l'on interdise, par exemple, actuellement, le MPK, le gouvernement a mis le MPK à 12 000 francs, à 14 000 francs CFA. C'était à 12 500, je crois. Donc, c'est pour vous dire que le fait que ces cultivateurs aujourd'hui n'aient plus la possibilité de prendre ça au niveau des régions frontalières du Bénin. Pourquoi? Parce que lorsque ces engrais-là venaient sur le territoire national, les cultivateurs allaient payer ça moins cher que ce que leur cédait le gouvernement. Donc la politique de ces cultivateurs, lorsque le gouvernement a mis une barrière, une interdiction pour l'importation de ces produits-là sur le territoire national, la politique maintenant des cultivateurs, elle a changé. On donne son nom comme producteur de coton, encore que les groupements villageois, en fait, ils se connaissent entre eux, comme producteur de coton, et on vous fournit l'engrais. Lorsque l'on vous fournit l'engrais, pour que l'on ne dise pas après que vous prenez l'engrais sans rien faire, il produit une partie du coton qui pourrait peut-être servir à rembourser après les frais d'engrais. Et l'autre partie maintenant de l'engrais sert peut-être à produire d'autres produits vivriers, notamment le soja. Donc le gouvernement fera sans doute beaucoup plus d'efforts pour pouvoir davantage attirer les cultivateurs. Parce que ce qui nous attend pour cette campagne cotonnière 2021-2022 est beaucoup plus dense. 2022-2023, voulez-vous dire? Non, en fait, 2021. Oui. C'est 2022-2023. Oui. C'est la campagne 2021-2022 qui prend fin actuellement. Je faisais en fait une confusion. 2022 2023 est beaucoup plus coriace que ce que nous avons vu les années antérieures, parce que plusieurs cultivateurs se plaignent du fait qu'ils ont produit, mais que le coton n'a pas donné. Quid de la première place? Tel qu'il l'espérait. Vous voyez, ce qui voudrait aussi dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qui va leur rapporter beaucoup d'argent et leur coûter moins. Lorsque vous produisez par exemple le soja, vous saclez qu'une seule fois. Vous mettez l'engrais une seule fois. Alors que dans le cas du coton, ce n'est pas le cas. Ça nécessite et dans le cas du soja, il faut préciser que c'est des particuliers qui viennent acheter. Vous avez la possibilité de discuter du prix comme vous voulez. Par contre, pour le coton, c'est le gouvernement qui fixe le prix. Donc, en fait, cette réalité-là fait qu'aujourd'hui, le coton se retrouve en parfaite rivalité avec le soja, le soja qui rapporte plus aux cultivateurs qui généralement ont leurs enfants à Cotonou, qui doivent financer l'étude de leurs enfants, faire des constructions et autres. Il y a même des groupements qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore pu percevoir les sous liés à la campagne cotonnière. Pas parce que, au fait, pas parce que le gouvernement n'a pas livré les sous, non. Mais parce qu'il y a des cultivateurs qui, effectivement, devraient des sous d'engrais, parce qu'ils ont pris l'engrais, mais ont utilisé l'engrais à d'autres fins. Et ne voulant pas rembourser, comme ce sont des coopératives villageoises, il faut nécessairement s'entendre avant que les sous ne soient partagés pour que ceux qui doivent paient ce qu'ils doivent au gouvernement. Donc ce sont des réalités. Non, je crois que quand on regarde un peu la production du soja cette année, la quantité de soja qui a été produite cette année, moi j'ai eu la chance de parcourir beaucoup de magasins. J'en connais pas moins d'une dizaine dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous voyez, quand vous voyez, parfois vous avez besoin de camions pour transporter du nord Bénin vers le sud. La plupart du temps, vous appelez les propriétaires de camions, vous disent mon camion a appelé du soja. Et pendant que vous avez peut-être besoin des camions pour prendre des balles de coton. Donc ça montre clairement que les gens se sont beaucoup plus investis pour la production du soja cette année. Et comme je l'ai dit, je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, avec la production du soja, il y a des particuliers qui achètent le soja et qui vont revendre, qui ont des clients hors du Bénin. Et donc du coup, le producteur a en face de lui un particulier avec qui il discute de son prix. Et il y a aussi dans ces conditions la loi de l'offre et de la demande. Parce que plus la personne en a besoin, plus il y a beaucoup de clients, plus le client, le fournisseur qui est le producteur, a la possibilité de négocier le prix auquel il veut céder son truc, même si le gouvernement en amont a fixé un prix standard. Par contre, pour le coton, c'est que c'est le gouvernement et on sait qui achète le coton. Parce que
n'y a pas de particulier pour autant, même s'il y a 2 structures phares qu'on connaît, la Sodeco, Bénin Coton, qui se charge du coton aujourd'hui, et qu'on sait que c'est des structures qui sont beaucoup plus ou moins rattachées, ont des liens avec le gouvernement, et donc de ce point de vue, c'est un peu difficile pour les producteurs. Je crois que, comme il a dit, il va falloir que l'État fasse beaucoup attention pour la campagne prochaine, pour que en fait, les producteurs ne se donnent plus, en tout cas pour le soja. Profitons pour donc finir avec ce sujet en parlant de quelle politique le gouvernement pourrait mettre alors en place rapidement la politique, le coton la politique à mettre en place le gouvernement a déjà commencé d'augmenter le prix de cession à 300 francs pour le premier choix. Et comme il a dit, l'erreur, ce qu'il faut... Apparemment, ce n'est pas suffisant. Non, ce qu'il faut éviter, ça serait être au même prix, bien évidemment. Mais ce qu'il faut préciser aussi, il a dit, il faut faire en sorte que les producteurs soient encouragés, fondamentalement. Et puis, comme le sujet est à 300, il faut faire en sorte que les gens soient contrôlés. Pour qu'on ne dise pas aux producteurs qui a un coton de premier choix que c'est un coton de second choix. De second choix, pardon. Parce que quand vous le dites comme ça, il est découragé. Et la prochaine campagne, ses proches lui ont dit que le soja a donné, il est censé abandonner le coton pour le soja. Donc, si un producteur fait un coton de premier choix, qu'on reconnaisse véritablement... La transparence à ce niveau. Ce dont il parle, c'est la transparence. On ne fasse pas la politique du dupe. Voilà, la transparence à ce niveau, 1. Et seconde, 2. Et troisième chose, c'est qu'il faut mettre sur le terrain, les ATDA, les agents des ATDA doivent pouvoir aller sur le terrain suffisamment et voir. C'est vrai que le gouvernement fait le travail en contrôlant la supervision emblavée par les producteurs, mais il va falloir accentuer le contrôle pour dire, mais quand vous prenez une tonne d'engrais, par exemple, c'est qu'on sait que vous êtes censé peut-être produire 3 hectares. D'accord? Et donc, il faut nécessairement qu'on fasse le contrôle à ce niveau. Au cas où quelqu'un prendra une quantité d'engrais valable pour 3 tonnes, par exemple, 3 hectares, par exemple, et ne le ferait pas, on pourra trouver le mécanisme de le sortir du lot, ne serait-ce que ça, tout au moins pour le décourager. Parce que si le gouvernement veut ravir la première place au Mali, il va falloir vraiment accentuer le contrôle à ce niveau. Quand même, ce serait, apparemment, avec tout ce que je viens d'entendre, ce serait difficile quand même de reprendre cette première place. Rapidement pour finir avec ce sujet. Et Syriac Dekenou. Je pense qu'on est dans une politique de l'offre et de la demande. Parce que qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y a un produit dont la vente est plus facile. Oui. Ouais, il y a par exemple le soja et c'est des particuliers. Ils sont dans les brousses. Ce sont des blancs qui quittent les pays limitrophes et qui sont dans les brousses. Est-ce que c'est aussi pour autant qu'il faille interdire aussi à ce que les gens produisent du soja ou autre? Là, je ne crois pas. Mais aujourd'hui, la politique du gouvernement ira sans doute au-delà de ce que le gouvernement a su bien faire en maintenant le prix du kilogramme de coton à 300 francs CFA. Il faut que l'ordre soit donné aux contrôleurs pour que l'on ne veuille pas à tout prix quand même, disons, identifier au niveau de ces producteurs-là des cotons de second choix. L'autre chose que je pense et qui serait vraiment utile pour le gouvernement, c'est que l'on puisse tourner désormais nos regards vers le Nigeria. Et je le dis pourquoi. Vous savez, Aliko Dangote a fait installer, il y a de cela 2 semaines en arrière, la seconde plus grosse usine de production d'engrais au monde. La seconde plus grosse usine de production d'engrais au monde est désormais installée au Nigeria par l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Et si le prix de ces stations n'arrange pas ceux qui font les affaires dans le domaine de l'engrais, ils ne peuvent pas y aller. J'en viens au fait. Ce qui voudrait dire que, qu'on le veuille ou pas, payer nos engrais au niveau du Nigeria tout près nous reviendra certainement moins cher que le fait... Ce n'est pas évident. Non, en fait, j'en viens. Laissez-moi... Oui, on va clôturer avec le sujet. Aujourd'hui, par exemple, je vous en prie. Aujourd'hui, par exemple, le paquet de ciment, on sait ce que ça coûte au Nigeria et on sait ce que ça coûte au Bénin. Alors que nous avons la possibilité d'adopter une politique de vente de ciment ou bien d'importation du ciment nigérien sur le territoire national. Donc, il faut que nous puissions revoir notre mécanisme de coopération avec le pays frère du Nigeria. Parce que cette politique nigériane, soyez sûrs, il y a même beaucoup de pays africains qui ont déjà commencé par signer des accords de partenariat avec le Nigeria pour pouvoir désormais obtenir. Le partenariat sud-sud est très important pour pouvoir désormais obtenir les engrais made in Nigeria. Au lieu que
nous continuons quand même, disons, pas à importer des engrais qui coûtent extrêmement cher. Donc c'est ce que je pense. Merci beaucoup à vous, Siyak Dekenou, Laurent Roland Tonnikes. Nous allons continuer ce débat. Merci pour vos apports par rapport au premier sujet. Deuxième sujet concerne bien sûr le pétrole, le gaz et le gasoil qui ont augmenté de prix à l'issue du dernier conseil des ministres. Vous le savez, le gouvernement avait annoncé la subvention des produits de consommation et des hydrocarbures à hauteur de 80 milliards, dont 11 pour les hydrocarbures. Mais à la surprise générale, nous avons appris que le gasoil, le pétrole et bien sûr le gaz ont encore subi une augmentation de prix. Laurent Roland Tonnikes, comment expliquer ce phénomène sur lequel beaucoup de Béninois s'interrogent, ils ne comprennent pas comment l'on peut subventionner les hydrocarbures à hauteur de 11 milliards et qu'on se retrouve encore quelques semaines après avec l'augmentation des prix. Mais ça ne doit pas surprendre. Peut-être que les Béninois n'ont pas compris. On peut subventionner un produit aujourd'hui et demain, ça peut changer. C'est bien possible. Le problème, c'est que le gouvernement a subventionné dans une certaine mesure en tenant compte du prix auquel les produits étaient achetés. Mais il se fait que peut-être que dans le temps, les prix ont augmenté au niveau du client qui fournit le Bénin. Et le Bénin n'étant pas producteur de produits pétroliers, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Moi, je pense que dans une certaine mesure, le gouvernement fait, si le gouvernement en arrive à augmenter les prix malgré la subvention que lui-même a pu accorder, à mettre à disposition de ce secteur. Je crois que certainement il y a des problèmes qui font que le Bénin est obligé, le gouvernement est obligé de fixer les prix comme ça. C'est vrai que c'est difficile pour les populations. J'ai lu que le gaz de 12 kg est à 10 000 francs désormais, ce qu'on prenait à 7 000 ou 6 000, je ne sais quoi, 6 000 il y a quelques mois après 7 000. Je me rappelle qu'il y a quelques jours, on me demandait à la maison qu'on change le gaz à 7 000 ou 8 000. Et j'hésitais. Parce qu'on a d'autres gaz disponibles là. Et finalement, c'est à 10 000 maintenant. Donc, c'est difficile pour des gens comme moi parce que nous avons tous été surpris. Mais quelque part, on doit comprendre que l'Ukraine, ça revient à l'Ukraine et à la Russie, malheureusement. Tout ce que nous subissons ces derniers jours. On a tout fait de parler de morosité économique, on a tout fait de parler de Covid-19 qui finalement, on n'en parle plus. Mais aujourd'hui, ce qui est au cœur des débats, c'est la crise russo-ukrainienne. Et donc, du coup, cette crise, en fait, a des répercussions directes sur le monde entier. Et tout gouvernement qui fait des fois à un moment donné peut se être rattrapé. Donc, dit que le gouvernement a mis 11 milliards et malgré tout, on parle d'augmentation. C'est supposé que du jour au lendemain aussi, le prix a augmenté de l'autre côté également parce qu'il faut avoir le produit disponible. Et puisque nous sommes dans un système capitaliste, il faut le rappeler. C'est la loi de l'offre et de la demande. Vous en avez besoin. Les autres en ont. Ils vous disent, je vais vous vendre ça à tel prix. Vous êtes obligé d'acheter parce que vous en avez besoin. Et comme vous achetez à ce prix, vous êtes obligé en retour de revoir, d'ajuster les prix. Parce que vous n'allez pas acheter et aller vendre à perte. Parce qu'au-delà de tout aussi, je l'ai dit, c'est un système capitaliste. On cherche son profit. Donc, les producteurs, les promoteurs de stations et autres, là, ceux qui sont dans les produits pétroliers, ont besoin de ça. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que le gouvernement revoie aussi, essaie de voir s'il y a possibilité de mettre encore d'argent pour subventionner. Ils vous diront peut-être qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il y a tellement de problèmes à régler, il y a les fonctionnaires qu'il faut régler, qu'il faut satisfaire, parce que les chefs doivent les rencontrer le 26 avril. Il y a tellement de problèmes, il faut des routes à construire, donc on ne peut pas continuer à mettre... Encore que les 80 milliards qui avaient été décidés, c'est pour 3 mois. Et donc, on ne sait pas si après les 3 mois, s'il y aura un renouvellement de subventions, est-ce qu'il y aura encore 80 milliards. Donc, c'est autant de questionnements. Je pense que les Béninois... Le gouvernement, il faut le rappeler, a été clair. Ces subventions vont jusqu'au mois de juin. On verra oui, c'est ce que je dis. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, du coup, c'est un problème. Je crois que dans une certaine mesure, aujourd'hui, ce qu'il faut préconiser ou bien souhaiter, c'est que le gouvernement fasse l'effort de vite augmenter les salaires des fonctionnaires. Que les chefs d'entreprise augmentent les salaires des fonctionnaires pour que ceux-ci puissent s'adapter à la situation. Autrement, le gouvernement continuerait à mettre des subventions, mais au fur et à mesure que ça augmente, le gouvernement sera obligé d'augmenter. Et quand on augmente, c'est que ça agit sur le consommateur qui est le fonctionnaire, que ce soit du privé ou du public. Donc, c'est aux responsables, au gouvernement et aux responsables d'entreprise de revoir les salaires de leur truc là et de revoir eux en amont, en tout cas en aval, leurs prestations. Parce que quand vous leur dites d'augmenter les salaires, ils vont vous dire, ah non, écoutez, on y gagne quoi, ce qu'on gagne n'a pas changé. Mais essayez de voir à ce niveau,
Autrement, le gouvernement vous dit, quand vous allez peut-être évoquer la question, ils vont vous dire, c'est parce qu'ils n'ont pas de solution qu'ils ont été obligés d'augmenter. Mais on espère que, avec ce que je dis là, peut-être qu'après, ils pourront revenir sur la question et subventionner une fois à nouveau. Mais il ne faut pas trop espérer, il ne faut pas être trop optimiste. Siak Dekenou, Dynamisme Info s'est interrogé à sa manchette aujourd'hui. Le journal se demande si cette subvention est comparable à une goutte d'eau dans la mer. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, on est quand même en droit de se poser beaucoup de questions parce que la poche du gouvernement, c'est comme la poche d'un père de famille qui espère des entrées mais qui malheureusement ne viennent pas au même moment. On lui dit à l'école, on réclame la contribution a augmenté. Ou bien quand même, disons, la dernière tranche est réclamée, ou bien le prix du maïs a augmenté. Donc, il est obligé de réajuster les choses. C'est vrai aussi que l'on est aujourd'hui en mesure de se demander si l'on va toujours continuer par traiter de véreux les commerçants. Parce que lorsque les mesures avaient été prises, je faisais partie des tout premiers qui avaient dit en ce temps-là qu'il n'était pas question de traiter les commerçants de véreux. Parce que je ne pense pas qu'ils soient des véreux. Ce sont des opérateurs économiques. Et nous sommes dans un marché de concurrence pure et parfaite. C'est-à-dire, c'est le libéralisme économique. Le gouvernement ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de mesures. Parce que si moi, par exemple, j'ai payé mon truc à tel prix, ne me demandez pas de livrer ça en dessous du prix d'achat. Et je parlais de ça à cause d'un facteur dont beaucoup d'acteurs n'ont pas tenu compte. C'est le gasoil, le prix du gasoil. Aujourd'hui, est-ce que le gasoil existe au niveau de nos stations-service? Le gasoil n'existe pas. Lorsque vous voyez des camions, des titans garés aux abords de nos rues, ou bien c'est-à-dire des goudrons, des voies, et des voies inter-États, vous allez croire qu'ils sont là en train de se reposer. Non, pas du tout. C'est des camions qui attendent. C'est des camions qui attendent l'approvisionnement des stations. C'est des camions qui ont des pannes de prise d'air. C'est des camions qui, aujourd'hui, à cause de cette pénurie de gasoil, ne peuvent pas transporter les marchandises d'un point Y à un point Z. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la question, elle est cruciale. Nous, on avait voulu transporter des bois d'une zone donnée vers le dépôt. Mais écoutez, on a passé près de 3 semaines avant de trouver. Le gasoil, même dans l'informel, ça n'existe même pas. Parce qu'il y a une politique gouvernementale qui décourage aujourd'hui, c'est-à-dire la vente de ces produits-là. De contrebande. Donc, il faut aujourd'hui que l'on revoie un peu notre politique. Vous savez, lorsque l'on est rigide à un moment donné, en matière de mesures, en matière d'interdiction, il faut qu'à un moment donné, l'on puisse y mettre un peu de souplesse pour permettre quand même, disons, en quelque sorte, à l'informel de soutenir le formel. Dans les stations-service, le gasoil, ça n'existe pas. Et que faire? Les camionneurs aujourd'hui ne parviennent pas à transporter les marchandises. Et soyez sûrs que si moi, en tant que commerçant, mon produit, dont le transport me coûtait peut-être 200 000 francs CFA, il arrivait qu'à cause de cette pénurie de gasoil, je transportais mon produit à 250 000 francs CFA. Soyez certains qu'au niveau de la vente, je serai obligé de mettre le paquet. Et je voudrais voir aussi quelle sera la politique gouvernementale. Est-ce que l'on va continuer toujours par contrôler ceux qui vendent au niveau de nos marchés? Est-ce que l'on va continuer par fermer les magasins? Aujourd'hui, je vous dis, il y a des vendeurs de ciment qui aujourd'hui ont fermé leurs magasins et qui ne vendent qu'à leurs clients les plus fidèles possibles. Ils ont fermé parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas payer leurs produits à 1 franc et vendre ça à moins de 1 franc CFA. Donc, il y a ce facteur-là dont beaucoup d'acteurs n'ont pas tenu compte. Donc, le fait que le gouvernement même en arrive aujourd'hui à revoir encore le prix des produits pétroliers doit être un indicateur, une alarme pour les uns et les autres, pour que l'on puisse comprendre que là où nous sommes dans une situation exceptionnelle. L'effort du gouvernement a été fait. Ça, c'est vrai. Nous saluons l'effort du gouvernement. Mais de l'autre côté aussi... Est-ce que l'effort est suffisant? L'effort ne sera jamais suffisant. Mais ce que le gouvernement a fait, c'est pas mal. La population a besoin d'un effort suffisant. Oui, mais vous savez, la réalité, elle est telle qu'aujourd'hui, le gouvernement, ne serait-ce qu'en matière même de fonctionnement des entreprises et autres, il y a pas mal de mesures qui ont été prises
pour éviter aujourd'hui à ce que les entreprises saignent davantage à cause de la conjoncture économique. Et ce n'est pas que le Bénin. Allez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, on voit même... En RDC. Ouais, on voit même des artistes ivoiriens se mobiliser pour la cause. Donc c'est une crise généralisée. C'est pour dire quoi? Après Covid, on n'avait pas fini de parler de Covid lorsque la crise ukrainienne est venue. Et la crise ukrainienne est basée aujourd'hui sur 2 facteurs essentiels. Il y a le blé et il y a aujourd'hui le gasoil. Et j'espère que demain... Le gasoil, le gaz, bien évidemment. Le gasoil, le gaz. Et j'espère que demain... Il n'y aura pas quoi? Lorsque les vendeurs de pain reviendront encore à la charge pour dire qu'ils augmentent le prix du pain à 150 francs CFA, qu'on ne leur dira pas de maintenir ça. Puisque aujourd'hui, on n'a pas pu réellement aujourd'hui maintenir sur une longue durée le prix. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une situation... Moi, je suis contre l'augmentation anarchique des prix. Mais reconnaissons aussi que aujourd'hui, il y a des gens qui vivent de leur commerce, qui n'ont pas autre choix, qui ne peuvent pas fermer faute de mourir de faim. Mais aujourd'hui, il faut aussi reconnaître qu'en quelque sorte, nous sommes dans une situation exceptionnelle et que les populations aussi doivent redoubler d'efforts. Non, mais écoutez, quand vous dites que les populations, sur le sujet, les populations doivent redoubler d'efforts, tant que les salaires seront stagnants. On en vient. Nous allons maintenant l'État fait, on y va en même temps. L'État fait assez d'efforts, on y va. L'État fait assez d'efforts. Laurent Roland Tonnikes, on y va avec les salaires. Vous le savez, les syndicalistes sont convoqués, sont invités à la présidence de la République pour rencontrer le chef de l'État. Et c'est bien le 26 avril. Le ministre Abdoulaye Biotchane qui est le président de cette commission, la commission de négociation qui a convoqué cette rencontre. Mais le SG, le secrétaire général de la CSA Bénin, se demande pourquoi une session ordinaire présidée par le chef de l'État, ce n'est pas là le problème. Mais que dira le chef de l'État à ces syndicalistes-là qui veulent savoir le taux d'augmentation de leur salaire, et si l'on sait déjà, par exemple, qu'en RDC, le Premier ministre a annoncé l'augmentation de 30% qui sera revue d'ici décembre à 45%. Pourquoi ça traîne au Bénin? Oui, justement, vous voyez, il y a un journal qui a écrit au cours de la semaine qui a titré qu'il y a l'indifférence des travailleurs. Et c'est là, j'en venais pour dire, écoutez, les travailleurs seront aussi longtemps indifférents parce que quand vous regardez depuis 2016, les différents coups qu'ils ont reçus en termes de liberté, en tout cas de protester un certain nombre de choses, ils sont en droit aujourd'hui de se dire, mais finalement, on nous invite, on invite bien évidemment nos représentants pour aller dire quoi encore. Et sachant que le chef de l'État, dans ces exercices, la plupart du temps, cherche à convaincre. Quand vous les voyez en face des acteurs, des acteurs politiques... cherche à convaincre il s'impose par ses propos. Oui, je ne veux pas utiliser le terme « il s'impose », mais je dis « cherche à convaincre ». C'est-à-dire qu'il va développer toute une idéologie pour essayer de convaincre, parce qu'on l'a vu avec les acteurs politiques, on l'a vu avec les mêmes travailleurs par le passé. Alors, donc, dans ce cas, les travailleurs se demandent si en réalité, puisque c'est vrai que le porte-parole a annoncé, du gouvernement a annoncé qu'il y aura quelque chose qui sera fait, mais dans le concret, est-ce que à la présidence le 26 avril prochain, sachant que le même chef de l'État a mis en place une commission qui travaille sur la question, laquelle commission avait déjà déposé un rapport qui avait été rejeté parce que le chef de l'État estimant que ce n'est pas satisfaisant ce qui avait été proposé dans ce rapport, est-ce qu'on a besoin pour autant de convoquer les travailleurs à la présidence avant de prendre une décision? Et c'est là que réside le bien fondé. Pendant que la charité suit son cours. Pendant que la charité suit son cours. Et pendant qu'on a subventionné avec 80 milliards et on dit que c'est pour 3 mois, et que ça ne va pas être pour longtemps. De toute façon, on ne sait pas si 3 mois après, ça va être renouvelé ou pas. Donc, j'estime que dans une certaine mesure, plutôt que il piaffe d'envie de s'exprimer, je sais qu'il va prendre la parole parce qu'il ne sera pas peut-être pas d'accord avec moi sur tous les points. Mais moi, j'estime que dans une certaine mesure, c'est vrai, quelque part, quand le secrétaire général de CSA Bénin, vous avez peut-être suivi ce que dit le secrétaire
général de la CSA Bénin, mais quand vous allez écouter peut-être Kassa Wampo de la CSTV, vous allez encore entendre pire que ça. Moi, je pense qu'au-delà de tout, je veux bien croire que le 26 avril, le chef de l'État officiellement va prendre des décisions et annoncer la bonne nouvelle aux travailleurs. Les décisions seront prises, mais des décisions qui arrangent. Oui, parce qu'il ne sert à rien. Qui arrangent les travailleurs. Il ne sert à rien d'augmenter les salaires de 5%, 10% dans une situation où tout a pratiquement doublé de prix. Je crois qu'il y a un exemple déjà, hein, c'est vrai, on dira que le Congo a les ressources minières, a le diamant, l'or, mais au-delà de tout, nous aussi nous avons... On a les impôts. Au-delà des impôts, on a la douane, on a le coton que nous vendons. Et d'ailleurs, même on a mis de l'argent pour que nous puissions produire plus de coton l'année prochaine, pour la campagne prochaine. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, pour être célébré au soir du 26 avril. En tout cas, ce n'est pas une élection, mais pour que les travailleurs le célèbrent au soir du 26 avril, ferait mieux d'annoncer la bonne nouvelle le 26 plutôt que de chercher à convaincre avec des discours, parce que les travailleurs l'attendent sur ce terrain de pied ferme. Siak Dekenou, je ne sais pas si vous êtes dans le secret des dieux. Est-ce que le chef de l'État, le 26 avril, prendra une décision qui arrangera les travailleurs? Bon, je pense que c'est un débat qui a trop duré. Je pense que ce débat-là, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents de l'État, est un débat qui, effectivement, a trop duré. Il est essentiel qu'aujourd'hui, le gouvernement prenne la mesure de la situation et que des résolutions vraiment favorables aux travailleurs soient prises. Cependant, on est en droit de s'interroger. Pas des résolutions favorables au gouvernement. Cependant, on est en droit de se poser beaucoup de questions parce que il y a une commission qui a été mise en place et qui travaille. Oui. J'ai écouté l'un des secrétaires généraux qui, quand même, disons, parlait. Il disait que le chef de l'État intervient que dans des cas où les secrétaires généraux et les représentants du gouvernement n'ont pas pu s'entendre sur des détails. Quand les discussions sont bloquées. Donc, lorsque les discussions sont bloquées, donc lorsque le chef de l'État les invite, c'est vrai quand même que l'on est toujours honoré d'aller échanger avec le premier magistrat du pays. Oui, c'est parce que ça dure il y a que le chef beaucoup de l'État veut régler le problème. Non, ça dure. Il y a beaucoup de questions que l'on est en droit de se poser. Et si moi j'ai un appel à lancer au gouvernement, c'est de veiller à ce que l'on assiste finalement à une bonne augmentation des salaires. Parce que... Bonne, c'est-à-dire à quelle proportion? À une très bonne augmentation. Pourquoi? Parce que... Non, 50%. Parce qu'il y a quelque chose... Je vous prie. C'est 50%. Je vous prie parce qu'en fait, il y a un grand déséquilibre qui se crée aujourd'hui entre la classe ouvrière et puis les nouveaux bourgeois du pays, je dirais en quelque sorte. Lorsque vous avez des députés qui sont quand même, disons, à près de 4 millions de francs CFA par mois, vous avez des suppléants de députés qui sont à 400 000 francs CFA et que l'on est même, disons, en voie aujourd'hui. Et que l'on est... Non, mais j'en viens. Et que même les députés... C'est lent, les préfets. J'en viens, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. On vous laisse. Et que l'on est aujourd'hui en voie d'octroyer des pensions, quand même, disons, à des anciens députés, lorsque l'on sait aujourd'hui... Pas en droit. Que qui aurait voulu? Pardon, s'il vous plaît, laissez-le. Lorsque l'on sait aujourd'hui que des SE, des mairies ont des salaires à 1 million, d'autres à 2 millions, d'autres à 1 million 500 pour d'autres à 600 000. Donc on se dit aujourd'hui qu'il est nécessaire alors que l'on revoie les choses. S'il n'y a pas cette possibilité, alors que l'on gratte alors un peu partout sur ce que l'on donne aux autres. Vous voyez, parce que ce sont les fonctionnaires qui nous reçoivent lorsque nous sommes dans l'administration. Ce sont eux qui travaillent. Et n'oublions pas un fait. Le gros préjudice qu'aujourd'hui, les travailleurs du secteur privé subissent sont dus aujourd'hui à l'absence de cette réforme salvatrice au niveau du gouvernement. Du public, bien évidemment. Parce que la masse salariale ou bien le SMIC au niveau du privé suit la ligne de ce qui est fixé dans le public. C'est ça. Donc, lorsque aujourd'hui le SMIC est à 40 et quelques mille, je pense, et ça a été fixé depuis quand? Depuis 2000 et quelques, 2012, je pense. Vous voyez, depuis 2012. Est-ce que depuis 2012, le prix du kilogramme du gari est le même jusqu'à ce jour? Je ne crois pas. Le prix du savon. Est-ce que le prix du savon est le même jusqu'à ce jour? Je ne crois pas. Mais, l'on continue toujours par penser qu'il n'est pas quand même, disons, temps. C'est vrai que le gouvernement l'a annoncé aujourd'hui, l'a annoncé depuis quelques mois,
dans quand même, disons, le budget qui a été voté, cette augmentation des salaires. Mais je voudrais vraiment que cette augmentation des salaires soit quand même, disons, à la hauteur de ce qu'attendent les travailleurs, de ce que quand même, disons, les travailleurs attendent plutôt. Oui. Donc, il est nécessaire aujourd'hui que le chef de l'État, en les rencontrant, puisse leur automatiquement annoncer la bonne nouvelle. Nous ne voulons pas aujourd'hui que ce soit encore des débats qui s'éternisent, que ce soit quand même, disons, des débats dans lesquels l'on veuille peut-être à tout prix convaincre. S'éterniser Non, et que les travailleurs se fassent encore. Il faut qu'aujourd'hui, que l'on se rende compte que le coût de la vie a augmenté. Ce n'est pas les mêmes impôts que l'on payait, parce que je suis chef d'entreprise. Ce n'est pas les mêmes impôts que l'on payait en 2016 que l'on paye aujourd'hui. Donc, si au niveau même de l'État, les taxations, les prélèvements et autres ont augmenté, pourquoi est-ce que l'on ne souhaite pas forcément, ou bien pourquoi est-ce que l'on ne s'empresse pas pour augmenter les salaires des gens? Moi, c'est un cri de cœur et je l'ai dit déjà depuis plus de 8 mois. Dites-nous un taux. Quel taux souhaiteriez-vous? Vous avez dit que le SMIC au Bénin. Mais vous n'avez pas dit le taux. Je vous en prie. Mais dites un taux. Je vous en prie. Que le SMIC au Bénin soit à 40 000 francs CFA, je pense que c'est la catastrophe. Oui, mais ramenons le SMIC à 100 000 francs CFA. C'est le minimum aujourd'hui pour vivre en République du Bénin. Vous voyez aujourd'hui les factures d'électricité, d'eau, ce que ça coûte. Nous n'allons pas condamner le gouvernement. Le SMIC à 100 000. Le SMIC à 100 000. Donc, il faut augmenter les salaires de 50%. Nous n'allons pas. 110%. Nous ne condamnons pas le gouvernement pour l'augmentation de certains prix. Non. Aujourd'hui, il faut avouer que le coût de la vie évolue en fonction de certaines conjonctures qui ne dépendent pas forcément du gouvernement. Et ça s'impose à nous tous, y compris même au gouvernement, même si le gouvernement se débat pour que nous puissions avoir quand même, disons, un peu de répit. Cependant, il faudra aussi en tenir compte de la même façon que l'on est aujourd'hui en mesure d'augmenter des salaires de maires, d'augmenter des salaires de députés, d'augmenter même, c'est-à-dire d'octroyer même des salaires à des suppléants de députés, ou bien d'augmenter un certain nombre de choses dans le pays. Il faut qu'aujourd'hui, l'on soit véritablement aussi en mesure d'augmenter le SMIC. Vous voyez par exemple des aspirants. Les aspirants, ils sont par exemple à combien? 90 000. À 90 000, les aspirants du cours primaire. Ceux qui sont à truc là, ils tournent autour de 150 000 francs. Voyons. Mais écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que Laurent Roland-Tonné, les écureuils du Bénin. Les écureuils du Bénin. Je crois qu'il faut que Syria qui essaie de diminuer un peu parce que pour moi, quand on va à 100 000, autour de 80 000, c'est bon. 70, 80 000, c'est mieux, je crois. Sinon, qu'en réalité, les gens vont vous dire que pour les augmentations de salaire, j'aurais préféré que le gouvernement essaie de voir entre 30 et 50%. Ça va beaucoup soulager les gens. Oui, parce qu'on ne peut pas estimer ou bien espérer une augmentation de 100% ou 80 ou 110%, mais entre 30 et 50%, c'est bien. Pour les bas salaires, ceux qui ont des petits salaires, on peut le mettre à 50% pour eux. Mais ceux qui avaient un salaire relativement élevé, on peut le mettre à 30%, 40% pour eux. Et ça va essayer d'équilibrer un peu la situation. Voilà qui a dit par Laurent Roland-Tonné. C'est très simple. Oui, mais il faut diminuer. Il faut diminuer les salaires des députés. Il faut diminuer les gros salaires qu'il y a. Non, c'est même pas ça. On diminue les gros salaires qu'il y a. Je dirais même. On reviendra sur ce débat la semaine prochaine, puisque la fumée blanche serait sortie de la présidence certainement le 26. Nous allons parler rapidement des écureuils. On va parler des écureuils. Laurent Roland-Tonné, il y a des députés que nous avions vus pendant 4 ans qui n'ont été utiles à rien. C'est les gens auxquels il faut augmenter les salaires. Les écureuils sont désormais logés dans la poule L avec les équipes comme le Sénégal, le Rwanda, la Mozambique. Et on se demande si véritablement cette équipe pourra tirer son épingle du jeu. Bon, je pense que le Bénin aujourd'hui... Il faut rappeler que c'est pour les éliminatoires de la CAN le Bénin aujourd'hui, pour se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, doit redoubler d'ardeur. C'est vrai qu'on a le Sénégal dans notre poule. Redoubler d'ardeur, il faut pas trop rêver, même si on sait que c'est le football. Cependant, on peut déjà se dire que le Bénin et le Sénégal partent favoris pour quitter cette poule-là et se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les autres nations, il ne faut pas pour autant les considérer comme des menus frétins. Non, je ne pense pas. Mais le Bénin doit faire attention pour éviter le piège malawite.
le piège malawite qui a fait que nous avons raté la toute dernière CAN. Maintenant, il y a aussi d'autres débats qui sont toujours en suspens. Va-t-on maintenir le sélectionneur? Le débat concernant, mais je pense que l'expérience Aliou Cissé, l'expérience Belmadi, l'expérience Rigobertson doivent nous enseigner, même si ça reste à voir. Je m'en arrête là pour le moment. Je pense que je vais donner 60% de chance de qualification au Bénin. Avons-nous les joueurs pour faire le job, Laurent Roland Tonnikes? Nous avons des joueurs, nous avons aussi des pseudo-joueurs également. Excusez le terme. Il y en a qui faut, pour moi... Les pseudo-joueurs aussi il y a pour des le joueurs, job. il y a des gens... Les pseudo-joueurs aussi pour le job. Il y a des gens dans l'équipe nationale qui font assez d'efforts. Mais il y en a qui, en réalité, qui viennent peut-être... les stars. Qui sont stars, mais qui viennent en balade parfois à Cotonou. Je crois qu'il faut voir. Mais je pense que le gouvernement, le Bénin doit jouer avec beaucoup de détermination cette fois-ci. Souvenez-vous que c'est le Sénégal qui a éliminé le Bénin, en tout cas à la CAN 2019. Ça a été un coup d'œil avec Idrissa Gana Gueye, bien évidemment. Donc, je crois que c'est une belle revanche pour le Bénin de pouvoir battre le Sénégal. C'est vrai que à domicile. C'est vrai qu'un prédicateur malien aurait pronostiqué que le Bénin battrait le Sénégal 1-0. Je ne fais pas foi à ça, parce qu'en réalité, quand vous faites ça, vous dites ça à nos écureuils, ils ne vont pas travailler. Ils vont rester là, aller dormir sur leur laurier et dire qu'ils vont gagner. On a vu ce que le Nigeria est venu faire sur nos installations ici, en nous empêchant d'être qualifiés. Donc je crois que le Bénin ferait beaucoup d'efforts avec le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda. Le Mozambique et le Rwanda vont vouloir aussi se battre pour pouvoir mériter une place. Et donc, il ne faut pas penser qu'il y a de petites équipes et que c'est seulement le Sénégal qui est la nation à craindre. De toute façon, il a dit, on a vu les expériences avec les entraîneurs locaux. On nous a annoncé à grand bruit, en tout cas, on a eu des informations comme quoi des expatriés seraient annoncés pour être à la tête de l'équipe nationale. Moussa Latoundi a fait quelques preuves en quelques semaines. Pourquoi ne pas peut-être lui donner les moyens? Parce que généralement gagne des millions. Malheureusement, l'affaire de millions revient. L'affaire de millions revient encore dans ce débat. Donc ça revient. Malheureusement, les nôtres, quand ils amènent des locaux à la tête de nos équipes, ils sont incapables de bien les payer, de leur donner les moyens de travail conséquents. Et quand ils amènent un expatrié, ils se veulent mettre tout parce qu'ils veulent honorer l'expatrié. Je crois que c'est une bêtise. Il va falloir mettre les moyens de Moussa Latoundi, l'accompagner, lui donner suffisamment de motivation pour qu'il mouille le maillot à la tête des écuries du Bénin. Et ça serait une fierté nationale. C'est fini. On retient donc qu'il faut que les écuries continuent de travailler, qu'il faut maintenir l'entraîneur Moussa Latoundi pour la suite des expéditions. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Siyak Dekenou, à ma gauche, c'était le directeur de publication. Merci à vous. Merci à vous aussi. Laurent Roland Tonnikes à ma droite, c'était le journaliste, l'analyste politique. Laurent Roland Tonnikes, merci. Merci, c'est vrai. Et moi, c'est un plaisir de vous avoir conduit ce débat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et c'est un plaisir de vous retrouver en 7, donc vendredi prochain. Monsieur Sirhueou et toute l'équipe de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. À très vite.